Invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Robert Ophèle, le président de l'autorité des marchés financiers, l'AMF. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Vous avez dû écouter, j'imagine, ce qu'on disait avec Xavier Timbaud de l'OFCE sur l'impact, encore une fois, le fait qu'avec ce qui se passe en Italie, ce confinement, la donne a peut-être changé avec possiblement un impact sur la croissance française qui est peut-être largement sous-estimé pour l'instant par le gouvernement. Qu'est-ce que ça vous inspire ? D'abord, c'est l'incertitude qui domine. Et l'incertitude, c'est jamais bon pour la croissance économique. Et malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire pour limiter cette incertitude au moment où nous parlons. Alors, nous avons, en tant qu'autorité des marchés financiers dans ce domaine-là, justement, vous allez y venir, indiqué aux émetteurs, aux sociétés cotées. Ouais. Parce qu'on est, je vous coupe, quand on explique un peu, on est en pleine saison largement des résultats. Et il y a des gens qui se posent des questions en se disant tiens, mais est-ce que les boîtes cotées, les sociétés cotées, elles sont assez transparentes justement quand elles communiquent sur leur exposition, je vais dire entre guillemets, au virus, au secteur, enfin à la Chine, à leur activité en Chine, à la fois en matière de production, d'offres, mais aussi de demande, puisque c'est un débouché important. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ? Est-ce que vous avez, par exemple, je ne sais pas, identifié des sociétés, pour le coup, dont la communication laisse à désirer ? Vous scrutez ça avec attention à l'AMF ? On scrute ça avec une très grande attention et on essaye de prévenir. C'est-à-dire que dès que l'on a vu que la problématique du coronavirus pouvait être affecter la santé des entreprises, nous avons fait le tour de toutes les sociétés cotées en leur rappelant les règles en la matière. Leurs obligations. Quelles sont leurs obligations ? Les obligations, il y a quelque chose qui est très, très, très clair, c'est que si vous avez une information précise qui est susceptible d'avoir, lorsqu'elle serait connue, d'avoir une influence notable sur votre cours de bourse, vous êtes tenu de le rendre public immédiatement. Comme ce qu'a fait Apple la semaine dernière. Sans délai. Et donc, évidemment, c'est facile à dire, mais dans beaucoup de cas, l'information n'est pas si précise que ça. Les entreprises n'ont pas une connaissance précise des conséquences du coronavirus donc sur leur activité. Donc, c'est pas qu'elles ne jouent pas le jeu, c'est qu'elles n'ont pas l'info. Donc, dans un certain nombre de cas... Comment savoir si elles n'ont pas l'info ou si elles ne veulent pas communiquer? Il y a deux cas de figure. Nous, ce qu'on leur dit, c'est que de toute façon, dans le cadre des conférences liées à l'arrêté des comptes, évoquer ce sujet-là en évoquant les incertitudes qui y sont associées. Elles le font, elles jouent le jeu et elles le font. Mais lorsque vous avez une information précise, et dans un certain nombre de cas, il y a des informations précises. Quand vous êtes une industrie avec une chaîne de production, une chaîne de valeur qui fait intervenir... L'automobile, par exemple. Exactement, des entreprises. Là, vous avez des informations précises, il faut le donner. Lorsque vous êtes... Donc, on voit bien que secteur par secteur, il y a des effets qui sont différents. Vous êtes dans le tourisme, vous êtes dans le transport, vous êtes dans le luxe, vous êtes dans une industrie très intégrée. La tech, par exemple. Voilà. Là, vous avez des composants qui sont clés. Donc là, il n'y a pas de réponse générale. Donc il y a une vigilance, on voit bien, de la très part grande de l'AMF vigilance. Pour dire, attention, il y a des obligations de communication, de transparence qu'il faut respecter. Est-ce qu'il y en a qui ne jouent pas le jeu ? Est-ce qu'elles sont minoritaires ? On n'est pas là pour stigmatiser. On est là pour dire, est-ce qu'il y en a qui ne jouent pas le jeu ? Non, enfin, rien à ce stade ne me permet de dire qu'il y en a qui ne jouent pas le jeu. Mais il est clair aussi que plus ces événements vont progresser, plus les informations vont peut-être devenir précises. Et là, on attendra à ce que les sociétés communiquent là aussi rapidement. Et si vous estimez qu'elles ne le font pas de manière assez transparente, que fait l'AMF ? Que fait le gendarme ? Là, dans ces cas-là, on ouvre des enquêtes et on vérifie sur place l'information dont disposait l'entreprise et qu'elle n'aurait pas. C'est du jamais vu, ça, pour le coup, parce qu'on n'a jamais été confronté à ça. En tout cas, pas suite à une épidémie. Là, on est en terre inconnue. On est en terre inconnue. Et je dirais, sur certains aspects, ça se rapproche un petit peu de la période où on pensait qu'il pourrait y avoir un Brexit sans accord. Et on disait à toutes les entreprises, attention, soyez vigilantes, expliquez quels sont les risques pour vous d'un Brexit sans accord. Le parallèle est vraiment sur des sujets qui n'ont rien à voir, mais quelque part... c'est le principe, c'est d'informer, encore une fois. D'informer. Quand on a une information qui est susceptible de faire varier le cours Exactement. Et dès que vous avez une information précise, alors à ce moment-là, donnez-la. Donc enquête possible, on en est loin, mais enquête possible, mais à horizon, c'est qu'on est quoi Les enquêtes, c'est au cas par cas, en fonction de si on détectait de graves défaits. Mais les entreprises jouent le jeu, et on les suit de très très près. Donc il n'y a pas besoin de leur mettre la pression
Vous leur rappelez leurs obligations. On leur rappelle et on les rappelle bilatéralement aussi. Ouais. Au En cas one par to one. cas. En one. Absolument. Bon, Absolument. autre sujet pour le coup, on parle des TOBA. Pourquoi? Parce que j'ai vu, là, c'était vendredi, c'est le chef économiste Philippe Lane de la BCE qui parlait, qui expliquait que la Banque centrale était à l'affût des effets pervers, indésirables des taux négatifs. C'est vrai que il y a le discours comme quoi effectivement il y a des effets pervers et ça monte de plus en plus, hein, mais ces effets pervers indésirables, ces side effects, effets secondaires comme disent les anglo-saxons, est-ce qu'ils ne sont pas plus importants que ce que disent finalement les discours officiels de la BCE ou d'autres, d'ailleurs, en disant mais oui, mais malgré tout, il y a dans la balance entre ce qui est positif et ce qui est négatif, le positif l'emporte largement. Est-ce que plus on avance en concernant les TOBA, moins cette assertion est vraie? Vous venez de pointer un des éléments déterminants. C'est des taux très bas, négatifs, pour combien de temps? Ouais. Et le pour combien de temps est clé. Mais j'attire l'attention que nous n'avons pas que des taux très bas. Nous avons des taux très bas et un excédent très fort de liquidité également, et des interventions de la Banque centrale sur des titres, sur les programmes d'achat qui font cette liquidité excédentaire, qui couvrent un très grand spectre de titres, y compris des dettes de sociétés non financières, Ouais. des obligations de sociétés non financières. Et donc, nous avons un encouragement global à l'endettement qui, maintenant, prend des proportions un petit peu préoccupantes dans certains cas. C'est ce que nous disait l'OCDE. Vous avez vu C'est passer ce signal d'alarme tiré par l'OCDE en disant voilà, on pourrait le dire aussi, on pourrait le dire pour la dette publique aussi. Hein. En fait, la dette dans le monde a explosé globalement, mais c'est supportable parce que le remboursement, la charge d'intérêt, le service de la dette pour le coup a baissé. C'est tout le paradoxe. Mais pour les boîtes, les entreprises qui ont émis des obligations de la dette d'entreprise de marché, pour le coup, on est à un niveau inédit avec une qualité moyenne de crédit des emprunteurs qui, elle, a baissé. Et là, on se dit, on prend au sérieux ce signal d'alarme de l'OCDE. Alors c'est un signal, c'est le diagnostic de l'OCDE, c'est le diagnostic en Europe de l'ESMA, de l'AEMF, pour L'AMF européen. Hein, niveau et européen. c'est le diagnostic des autorités françaises également. Hein. Mais il ne faut pas être surpris. Dans un environnement comme celui-là, c'est normal qu'il y ait une tendance à l'endettement. L'OCDE a pointé sur les titres obligataires, mais en France, l'aspect crédit bancaire aux entreprises va à peu près au même rythme, hein, c'est-à-dire des rythmes qui sont entre 5 et 6% par an. En même temps, j'avais le gouverneur de la Banque de France en face de moi, je lui dis, mais vous vous rendez compte, je la pose souvent cette question, mais la BCE est là pour que les taux soient bas et pour encourager le crédit, et puis là maintenant on dit, attention, il y a trop de crédit aux immobiliers, aux entreprises. Non, il n'y a pas une contradiction, c'est souvent une forme de schizophrénie. Le diagnostic, c'est d'essayer de favoriser le crédit, mais pas trop. Mais de bonne qualité, Ouais. mais sur les projets de bonne qualité. Alors, on met souvent l'accent, et l'OCDE l'a fait, sur les titres qui sont notés triple B, Ouais. qui ont pris une sont importance. Encore, il faut expliquer triple B, on est c'est le dernier cran. Au-dessus. On est encore en Investment grade. Ouais, investissement. C'est éligible aux investisseurs. Voilà, mais quand on passe en dessous de triple B, là pour le coup, on devient comme étant spéculatif. Et alors, l'idée est de dire, quand la masse des titres qui sont triple B augmente, le risque qui serait d'une dégradation devient, il faut le regarder de près, parce que s'il y avait dégradation, il y aurait des arbitrages de portefeuille mécaniques. Moi, je suis pas, il ne faut pas le surestimer. D'abord parce que triple B, il y a ces triple B dans les plus et triple B moins. C'est une énorme masse. Et donc, la dégradation, elle n'est pas totale. C'est quasiment plus de la moitié des portefeuilles qui sont aujourd'hui en triple B. Ou moins. Oui, ça dépend. À peu près 30% triple B, 20% moins. Bon, pour les épargnants qui nous regardent, qui se disent, qui ont tous, on a tous des produits de taux, hein, je veux dire, à base d'obligations privées ou publiques dans notre épargne, c'est comme une catastrophe, ces taux bas, aussi longtemps quand même, non? D'avoir des produits de taux qui ne rapportent plus rien. C'est une catastrophe quand même, non? Enfin, pour le moment, ça a créé des plus-values dans les portefeuilles obligataires. Obligataires. Mais c'est une opportunité de faire autre chose. L'AMF pousse à acheter des actions? Aujourd'hui, un peu vite là. D'en avoir dans son portefeuille, bien sûr.
Mais aujourd'hui, l'idée que l'on puisse avoir un produit qui soit liquide, sans risque Les et rémunérateurs. bien rémunéré, ça n'existe pas. On rentre dans une période où même l'assurance vie en euros ne va pas couvrir l'inflation. Ouais. Ça ne s'est jamais vu. Et donc, il y a une nécessité d'aller sur des produits de type action, et là, avec la prudence qui s'impose. La prudence qui s'impose, c'est ne rentrez pas brutalement, et ne rentrez pas brutalement sur une valeur. Il faut diversifier. Donc le conseil de l'AMF à l'ère des taux bas, c'est de ne pas rester les bras ballants sur ces produits de taux d'intérêt. Diversifier progressivement. Mettre plus d'actions, c'est le signal, c'est la recommandation. Diversifier progressivement, absolument. Bon. Absolument. Avec le paradoxe quand même, donc les épargnants en tout cas sont les grands perdants. Ceux qui vont rester les deux pieds dans le même sabot seront les grands perdants pour pouvoir fructifier leur épargne. Il faut être plus près de l'économie réelle. Voilà. Et plus près de l'économie réelle, ce n'est pas rester sur des produits de taux liquides et sans risque. Parce que c'est vrai que la théorie nous dit quand les taux sont bas, c'est une désincitation à épargner et donc à plus consommer, sauf qu'on se rend compte que les taux bas, ça fait peur aux gens qui disent mais ça ne me rapporte rien, donc j'aurais rien, j'aurais pas préparé ma retraite. Et donc ils épargnent plus. Et là on rentre dans un truc où on se dit les taux bas, effectivement, c'est un peu pervers là pour le coup. Ils épargnent plus, et ils épargnent plus de deux manières, parce que s'endetter pour de l'immobilier, c'est une forme d'épargne. Ah, c'est ce que me disait le patron de la Société Générale il y a quelques jours. On rembourse. Ouais. On rembourse. Et donc, c'est une forme d'épargne. Et c'est aussi une forme d'épargne d'aller sur l'économie réelle. Oui, Robert Ruffel, il y a une aversion des Français. Vous l'avez vu. Mais là, c'est trop. Ouais. Mais là, c'est trop. Les Français sont trop peu investis en actions. Trop peu. Oui. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a des opportunités qui s'ouvrent, épargne salariale, épargne retraite, et qui ont une qualité formidable, c'est qu'ils permettent des versements très progressifs, tous les mois ou réguliers. Et cela, c'est la clé qui est absolument nécessaire d'ouvrir, d'utiliser. Mais comment vous arrivez à cette conclusion que les Français, encore une fois, comment est-ce qu'on part? C'est par rapport aux autres, les Français sont trop peu investis en actions pour préparer leur retraite. Comment est-ce qu'on peut dire, parce qu'on peut dire, ouais, c'est biaisé. Non, mais le fondement de l'épargne du système de retraite français, c'est la répartition. C'est quand même la répartition. Ouais. Faut pas, donc après, si on veut avoir des compléments, il faut faire autre chose. Privé. Il faut faire autre chose. Mais ce sont des compléments, pour aller au-delà. Et la seule manière, de le faire, c'est d'avoir une épargne progressive qui donne une part significative à des produits de type action. Mais après, encore une fois, on voit bien que les compagnies d'assurance font tout pour dire à leurs clients, mettez moins de fonds en euros parce que ça vous rapporte moins, et puis parce qu'elle est plutôt sur les actions, les UC, les unités de compte. Après, les compagnies d'assurance ont aussi intérêt à le faire, évidemment, parce que ça leur rapporte plus. Mais il y a cette aversion, on n'a pas eu de transfert massif. On voit que les Français, tout doucement, lentement, mettent un peu plus de bourse dans leur assurance vie. Cette aversion, encore une fois, des Français qui préfèrent finalement... de ne rien gagner plutôt que de perdre un petit peu. C'est ça, et c'est ancré. Ils préfèrent de rien gagner plutôt que de prendre le risque de perdre beaucoup. Oui, oui. Là c'est ça, vous avez raison, c'est mieux dit comme ça. Mais qu'est-ce qu'on fait pour changer ça? Prendre le risque de perdre beaucoup, il a raison. Non, mais ce ne sont pas des choses qui se changent d'un revers de main. Il y a une éducation financière qui commence, je dirais, à l'école, pour comprendre ce dont il s'agit et comprendre l'adéquation. Ça commence doucement à l'école, ça commence doucement. Ouais, mais il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par la Banque de France, par l'AMF, pour aider les professeurs à avoir des outils pour faire comprendre un certain nombre d'éléments à leurs élèves. Et puis moi je suis très très favorable, épargne salariale, épargne retraite, les nouveaux produits que l'on met sur la table sont des opportunités d'épargne de long terme, progressive et à risque limité. Pour clore sur les taux bas, Robert Ruffel, quand on a des placements comme ça qui rapportent plus rien, on se dit que le terreau est favorable et il va me revenir aux arnaques. Ben oui, parce que les gens se disent c'est plus facile d'appâter les gens parce que quand l'épargne ne rapporte pas grand-chose, enfin l'épargne sans risque ne rapporte pas grand-chose, quand on a des épargnants qui sont mal comme ça en quête de rentabilité. Et j'ai eu les chiffres, les escroqueries en tout genre ont plumé, c'est pas rien.
ont pris 2 milliards d'euros au bas de l'année français. Enfin, je veux dire, c'est pas l'épaisseur du trait, hein, c'est 2 milliards d'euros. Sur combien de temps? Sur 2 ans, en 2 ans. 1 milliard, je crois. C'est 1 milliard? 1 milliard, mais le chiffre. En 2 ans, sur 2 ans? Oui, 1 milliard. Ouais, bah, c'est 1 milliard de trop. Hein. Oui, c'est 1 milliard de trop. Alors qu'est-ce qu'on fait? Que fait l'AMF? Comment repérer encore une fois les arnaques? Et Dieu sait que vous faites beaucoup là-dessus. Comment on fait pour se protéger encore une fois? Sachant qu'il y a toujours des nouvelles arnaques à la mode. J'ai vu le cannabis thérapeutique, est-ce que j'ai vu les offres frauduleuses de parking? Enfin, il y a toujours des bonnes idées. Il y a 3 ou 4 questions en une, vous avez remarqué. Oui, c'est une lutte sans fin. Mais c'est une lutte vraiment déterminée. Nous, à l'AMF, on essaye d'agir le plus tôt possible pour détecter le plus tôt les arnaques. Ouais. Et les mettre en évidence sur nos réseaux. Avec une blacklist. Pas uniquement sur les blacklists, aussi à travers les médias. Ouais. Et également en faisant des vidéos, tout un tas d'éléments pour sensibiliser les personnes. Les blacklists est un des outils. À chaque fois qu'il y a un site, il y a plus vite de partout. Alors, il y a une industrialisation de ce type de choses. Mais vous les faites fermer, ces sites? Oui, toujours. Ouais. Sauf que quand on en ferme un, il y en a un autre qui ouvre. Absolument. Donc, on scrute les réseaux sociaux, d'ailleurs, pour détecter le plus tôt possible les potentielles arnaques, et ensuite, mais avec des pubs qui sont partout, il y a des pubs partout sur les réseaux sociaux, partout pour des pubs, un placement garanti 7%. Comment c'est possible qu'on ait encore ça? Comment ils font pour passer entre les... C'est fait habilement, c'est-à-dire qu'en général, la publicité ne vous garantit pas les 7%. On dit, on va vous proposer quelque chose de mieux que les placements traditionnels, venez nous voir. Et là, ensuite, en tirant le fil, on a des... Donc, nous le faisons avec des visites mystères, nous le faisons avec toutes les armes qui sont à nos... Et nous faisons fermer les sites. Parce que tout ça qui, en général, tout ça est frauduleux, évidemment. Ils ne sont pas en France. Ils ne sont pas en France. Et vous réussissez à les faire fermer alors qu'ils ne sont pas en France? On passe par les réseaux de télécommunications pour demander de fermer les accès Internet. Mais il n'y a pas une forme de naïveté, pardon, enfin, c'est toujours pareil, c'est comment on peut se laisser berner quand on vous dit on vous fera mieux, vous aurez du 5, 6, 7%, non? Quand on interroge les Français en disant un placement liquide sans risque, il devrait rapporter combien, ils nous disent 3,5%. Ah ouais. Ça, c'était vrai il y a 10 ans. Non, ils nous disent ça là en ce moment. Ouais. Oui, mais ils nous disent ça en ce moment. Vous êtes sûr que le sondage, il n'est pas vieux? Non, il y a une mémoire incroyable de cet ancien temps. Et on les poursuit et on travaille beaucoup avec le parquet. Mais c'est une lutte sans fin, quotidienne et sans fin. C'est une lutte quotidienne et sans fin. Et l'éducation financière a sa part dans la lutte. Nous, on fait tout pour aussi. En disant mais c'est très subtil. C'est-à-dire que quand on a ces gens, ces fraudes au téléphone, disent n'en parlez pas à votre banquier. Il vous dirait de ne pas le faire. Mais c'est parce qu'il veut garder votre argent. Ouais, j'ai lu un témoignage d'une personne qui racontait qu'elle avait mis un tout petit peu, demandé à récupérer son argent pour voir si ça fonctionnait. Elle avait récupéré son argent, après elle a mis beaucoup plus, et puis là, boum, elle n'a jamais revu son argent. Il nous reste quelques instants, Robert, en fait, pour parler de finances durables, de finances vertes. C'est quelque chose qui, évidemment, qui a de plus en plus de succès. On a vu les collectes en Europe sur les actions qui sont au plus haut, mais en même temps, ça pèse pas grand-chose dans les portefeuilles des épargnants. Monsieur Michu, pensez que Monsieur Michu, il rentre, il va voir sa banque, son conseiller, il dit mettez-moi des fonds ESG, ISR. Il y a une prise de conscience ou Elle est progressive et je pense qu'elle sera très significative le jour où ces produits auront une vraie crédibilité vis-à-vis des épargnants. Pour le moment, ils sont encore un petit peu méfiants en disant vous me dites que c'est ESG ou green ou vert. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? C'est ce qui n'est pas totalement évident. Mais le vrai sujet est là. On a compris qu'en tout cas, c'est une priorité pour l'AMF, la finance verte, ça c'est une réalité. Après, c'est vrai qu'on a, quand on entend le discours des sociétés de gestion, elles sont toutes green, elles ont toutes des fonds estampillés ESG, environnement, social, gouvernance, ISR,
investissement socialement responsable. Mais comment est-ce qu'on sait Alors, si c'est vraiment durable Non. ou si c'est pas du, comment on appelle ça, le terme est rentré en langage commun, Ouais. du greenwashing. oui, non, Et que fait l'AMF? Voilà, que fait l'AMF? C'est un chantier qui est assez considérable, hein, parce que pour qu'une société de gestion ou un investisseur propose des produits qui soient complètement orientés ESG, verts ou autres, il faut que l'information qu'il a à la base de la part de l'entreprise dans laquelle il va investir soit de très bonne qualité sur ces sujets-là. Il y a des boîtes dont c'est le métier d'ailleurs. Et donc, collecter cette information. le premier maillon, c'est d'assurer que l'information donnée par les émetteurs soit de bonne qualité, réponde aux besoins d'information et soit comparable d'une entreprise à l'autre. Et là, ce sont des agences qui font ça et qui revendent ça, leur... c'est ce qu'on appelle l'information extra-financière, Ouais. et dans lequel nous sommes au début du chemin pour normaliser, standardiser cela. Ensuite, une fois que ça sera fait, il y aura toute la chaîne se développera beaucoup plus Ouais, donc à facilement. vous écouter, Robert Offel, c'est trop tôt quand on est un particulier pour investir, pour être sûr pas pour investir, pour être sûr qu'on investit bien dans une boîte, enfin encore une fois dans une société de gestion Non, il faut regarder. qui respecte vraiment ces critères extra-financiers, encore une fois. Est-ce que c'est de la croissance durable? Est-ce que toutes ces questions qui font que... Et il faut regarder de près. Nous sommes actuellement à l'AMF en train d'essayer d'élaborer une doctrine pour préciser dans quel cas on peut baptiser un produit comme étant un produit vert ou ESG. Ah, C'est-à-dire, est-ce que si il y a pas de label, il y a des labels ou pas? Il y a pour des ça labels dans un Moi, je certain m'y perds, nombre hein, de je suis un cas. expert, Il y a je m'y des perds. labels, Il y a le mais il y en a label ISR. beaucoup. Il y a le label ISR Qu'est-ce qui en existe? France, Ouais. le label ISR. Qu'est-ce qui vaut Mais vaut ce label ISR? ben, il est en train, c'est Il est clean? c'est une base solide qui est en train d'être revue pour être encore améliorée. Voilà, je vais le présenter comme ça. Et cette amélioration aura lieu cette année. Parce que le vert, le durable, ce n'est pas quelque chose de figé. C'est quelque chose qui se modifie dans le temps en fonction de nos connaissances et en fonction des connaissances des interactions entre les différents segments de l'industrie qui participent. Donc si je comprends bien, et on finit là-dessus, Robert Ouais. Offel, le greenwashing quelque part est dans le viseur de l'AMF, Bien sûr. avec l'idée que vous allez tout faire pour que les sociétés de gestion qui commercialisent des fonds estampillés GISR, qu'on soit sûr que ce qu'elles nous vendent, il n'y ait pas de tromperie sur la marchandise. Bien sûr, c'est ça votre mission. C'est une partie importante de nos missions. Voilà. Absolument. Et pour l'instant, il faut dire ce qui est, tout le monde fait du ESG-ISR sur le papier. Pas tout le monde, mais beaucoup. Beaucoup s'autoproclament. Et avec des différences trop notables. Ouais, voilà. Et donc le conseil qu'on donne aux épargnants qui veulent, là, encore une fois, mettre des fonds estampillés GISR, pour l'instant, ils font quoi? Ils regardent et ils y vont. Mais ils peuvent y aller. La France est un pays dans lequel ces notions-là et les sociétés de gestion françaises font des efforts considérables dans ce domaine-là pour développer des analyses très sérieuses. Très sérieuses. Donc, après, il faut séparer le bon grain de l'ivraie, on est d'accord. Donc il y a beaucoup de bons grains, mais c'est des bons grains qui sont de nature différente. Ouais. Et ceux-là, ils se feront rattraper par la patrouille. Hein. On va essayer de normaliser ça tout en laissant une flexibilité, parce que c'est un sujet compliqué qui est en évolution permanente. Et ce que l'on cherche, c'est une réponse européenne. Évidemment. Dans ces domaines-là, comme dans d'autres. Notamment, je pense au coronavirus, réponse européenne aussi. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir été notre invité, Robert Offel, le président de l'autorité des marchés financiers. Merci beaucoup. Merci à vous.